Enquête tardive ou non déclenchée, absence de réaction des directions ou minimisation. La semaine dernière, nos confrères du journal Marianne ont publié une enquête sur le tabou de l'antisémitisme à l'université. Des victimes témoignent pour la première fois de ce fléau et le moins que l'on puisse dire est que les faits sont là, mais que dans la plupart des cas, on ne s'en préoccupe pas ou trop peu au sein de ces établissements. Pour en parler avec nous, nous sommes en direct avec Samuel Piquet, journaliste à Marianne et auteur de cette enquête. Samuel Piquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J ce matin. D'abord, pourquoi avez-vous décidé de mener cette enquête et surtout comment avez-vous procédé? Parce que Samuel Piquet, à la lecture de votre enquête, on voit que les victimes ne parlent pas facilement après ce qu'elles ont subi et surtout qu'au sein de ces universités concernées, vous avez eu du mal à trouver des interlocuteurs et à avoir des explications. Oui, tout à fait. C'est parti de l'enquête précédente que j'avais faite à l'université de Paris 13, où il y avait eu un fait grave d'antisémitisme avec cette personne qui s'appelle Rose dans l'article. Et qui a été victime de harcèlement, notamment lors d'un week-end d'intégration. Voilà, c'est parti de là, et en remontant le fil, je me suis aperçu que c'était le cas dans beaucoup d'autres universités. Et voilà, j'ai commencé à mener mon enquête. Effectivement, ça n'a pas toujours été simple, puisque les personnes n'osent pas toujours en parler. Il y a pas mal de personnes qui en ont parlé pour la première fois dans cet article. Vous les avez contactés, comment ça s'est passé en fait? Oui, je les ai contactés. Parfois, il a fallu revenir à la charge plusieurs fois parce que j'étais pas trop recontacté ensuite. Je pense que plusieurs personnes ont hésité en fait, tout simplement à en parler. Et c'est là qu'on voit que il y a quand même une chape de plomb un peu sur ces sujets-là. Je pense notamment à cette personne qui témoigne à la fin, qui n'a pas voulu dire son nom, qui n'a pas voulu dire non, enfin qui a préféré garder l'anonymat aussi sur l'université dans laquelle il était, mais qui explique que pendant toute l'année, une de ses préoccupations principales était de ne surtout pas dire qu'il était juif. Vous parlez de week-end d'intégration. Est-ce que c'est aujourd'hui, dans le cadre de ce genre de manifestation, est-ce que c'est là que l'expression de l'antisémitisme à l'université est aujourd'hui la plus forte? D'abord, est-ce qu'on peut même rappeler ce que c'est un peu qu'un week-end d'intégration? Peut-être que tous nos auditeurs ne savent pas forcément, pour ceux qui ne sont pas habitués aux faits universitaires. Oui, c'est un week-end où on fait connaissance. Souvent, ça se passe dans un cadre où c'est la première année, par exemple, dans un master. Et l'idée au départ, c'est de se rencontrer, d'apprendre à faire connaissance. Alors peut-être que c'est un cadre privilégié pour l'antisémitisme parce que effectivement, on fait peut-être un peu moins attention. Il y a une ambiance un peu plus décontractée, mais ça a été le cas pour deux personnes dans l'article. De là à généraliser, c'est un peu compliqué, mais effectivement, on peut penser que dans un cadre où les gens se lâchent un peu plus, il y aura un antisémitisme un peu plus décomplexé. Sachant que effectivement, il y en a aussi au sein des établissements. C'est ce que vous évoquiez justement avec l'exemple de Rose à l'université Paris 13. Vous démarrez votre enquête par ce qui s'est passé il y a un an. C'était en février 2021 au sein de l'IEP de Strasbourg. Des étudiants suspendus avec sursis pour avoir entonné des chants nazis sur l'extermination des Juifs, justement lors d'un week-end d'intégration, et pour avoir convoqué le seul étudiant juif présent, lui exiger de confirmer sa judéité, sauf que là, en fait, ça faisait plus d'un an que la victime s'était plainte de ces faits, qu'elle n'a pas été accompagnée pendant plusieurs mois, et qu'en plus, ces étudiants qui s'en sont pris à lui sont des récidivistes. Oui. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Évidemment, l'université a plaidé le confinement pour expliquer un peu cette mise en route très lente de l'enquête. Ce que conteste évidemment à la fois la victime et puis les personnes qui l'ont accompagné pendant ces procédures. Notamment l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Notamment l'UEJF. Ce que j'explique aussi, c'est que malgré tout, même si ça a été tardif, même s'il a fallu attendre un changement de présidence, il y a quand même eu une réaction de l'université, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on a pu le voir dans d'autres cas cités dans l'article. Alors quels sont les autres exemples justement que vous citez où justement il n'y a pas eu d'enquête ouverte? Alors à
Paris 13, il y a eu une enquête, mais par exemple, le référent antisémitisme et antiracisme de l'université n'a jamais rencontré la victime. Quand je l'ai interrogé, il a expliqué qu'il était tout à fait disposé à la voir, qu'elle avait déjà rencontré la doyenne de l'université et que si elle l'avait contacté, il l'aurait reçu sans problème. On se demande quand même à quoi sert le référent antisémitisme s'il n'intervient même pas dans ce cas-là. Qu'est-ce que c'est le référent antisémitisme? Que l'on comprenne bien, ça a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est ça. Et alors effectivement, en théorie, c'est fait pour intervenir dans ce genre de cas. En pratique, lorsqu'on interroge notamment Sacha Gozlan, avocat et ancien membre de l'UEJF, lui il explique que bon, c'est plutôt une caution morale. C'est plutôt une façon de montrer qu'on fait quelque chose, mais dans les faits c'est plus compliqué puisque dès qu'on veut organiser des événements pour sensibiliser les étudiants à l'antisémitisme, on rencontre des difficultés, c'est ce qu'il explique, que ce soit à la fac de Marseille, à Bobigny, lorsqu'il y a eu cette volonté de faire venir Benjamin Orenstein oui, alors ça, il faut qu'on en parle, l'université de Lyon 2. Voilà, donc on peut se demander qu'est-ce qui est de l'ordre de la communication, c'est-à-dire se donner bonne conscience en nommant un référent antisémitisme et antiracisme, et ce qui est de l'ordre du combat véritablement contre le racisme et l'antisémitisme. Oui, dans la mesure, effectivement, comme vous le rappelez, c'est assez incroyable, hein, cette étudiante de Paris 13, donc Rose, harcelée par 8 étudiants en 2018, le référent racisme, antisémitisme, homophobie de l'établissement n'a pas réagi. En fait, c'était à elle d'aller vers lui, et pas l'inverse. Donc, effectivement, après ce qu'elle avait été victime, on peut quand même se poser des questions. Vous parliez effectivement du cas de Benjamin Orenstein, très intéressant. Il n'y a pas effectivement que les étudiants qui sont pris à partie. En 2019, donc, ce rescapé de la Shoah, alors âgé de 93 ans, hein, il est hélas décédé depuis, était venu échanger avec des étudiants à Lyon 2, agressés verbalement, ainsi que des étudiants de l'UEJF par une quinzaine d'étudiants d'extrême gauche, hurlant mort à Israël, munis de drapeaux palestiniens. Et bien là, aucune réaction. Aucune réaction. J'ai contacté plusieurs fois l'université et ils m'ont expliqué que c'était une rencontre qui n'avait pas été autorisée d'un point de vue strictement juridique par l'université. Enfin, ils ont expliqué que ce n'était pas une association Lyon 2, estampillé Lyon 2, et qu'à partir de ce moment-là, ils n'avaient pas à se rencontrer. Bon, ils se sont rencontrés dans la cour, hein, c'est pas comme s'ils avaient pris une salle dans laquelle ils n'avaient pas le droit d'être. Et donc aux yeux de beaucoup de monde, il y a eu cette agression et aucune enquête, aucune suite n'a été donnée, rien. C'est comme s'il ne s'était rien passé, alors que on avait quand même une victime de la Shoah qui a expliqué ensuite aux personnes présentes qu'il n'avait pas vu de haine dans les yeux des gens, une telle haine dans les yeux des gens depuis la Shoah. Depuis la Shoah. IEP de Strasbourg, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris 13, Paris 8, Nanterre, Lyon 2. Voilà les universités très différentes les unes des autres où il y a eu des faits antisémites. Est-ce qu'il y a quand même un profil d'étudiants antisémites? Alors on pourrait peut-être penser pro-palestiniens, anti-sionistes dans les universités de banlieue ou effectivement, on va dire pro-nazis peut-être dans les universités plus huppées, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? C'est plus compliqué que ça. On a eu le cas à Paris 13, alors pas forcément dans le cas cité, mais d'autres témoignages que j'avais pu recueillir dans l'enquête précédente que j'avais faite, où effectivement il y avait certains élèves assez zélés, un islamisme assez présent, qui faisait que certaines personnes, notamment la personne que j'interroge dans cette enquête-là, expliquent que c'est compliqué de dire qu'on est juif, d'autres qui expliquent qu'ils préfèrent ne pas le dire. Donc il peut y avoir un profil islamiste, il peut y avoir des gens d'extrême gauche, comme ça a été le cas à Lyon 2. À Paris 13 aussi, il y avait eu le cas de néo-nazis. Donc voilà, c'est très divers. C'est assez divers. C'est assez divers. Pourquoi il ne se passe rien alors? C'est la question centrale, hein, c'est la question que tout le monde se pose. Centrale, c'est peut-être la question à laquelle il est le plus difficile de répondre. On a le cas, à un moment donné, dans l'enquête d'un ancien membre de l'UNEF qui explique que lorsqu'il fait remonter ce genre d'incident, on lui explique qu'on ne veut pas stigmatiser certaines minorités.
Donc ça peut être une explication. Dans le cas de l'islamisme, par exemple, on ne veut pas stigmatiser les racisés, entre guillemets. Donc ça peut être une des explications. Après, le problème, c'est qu'il faut toujours un certain courage pour mener ce genre d'enquête, et on se rend compte, et c'est pas que le fait de l'antisémitisme, on se rend compte, ça a été le cas avec l'affaire Samuel Paty, ça a été le cas dans d'autres affaires. Ça demande un certain courage de regarder les choses en face, d'essayer vraiment de mener une enquête. Et c'est plus facile dans les mots que dans les faits. D'un mot, on parle souvent d'idéologie dite wokiste, décoloniale, qui gagnerait les universités sur le modèle des États-Unis. Est-ce que ça peut aussi rentrer en ligne de compte ? Ça peut, c'est-à-dire que dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, quand on s'entend répondre qu'on ne veut pas stigmatiser un certain nombre de personnes et donc on ne fait pas remonter ces informations-là, ça interroge quand même effectivement sur cette idéologie qui peut parfois se répandre au sein de l'université. Et d'un mot, toujours très rapidement, est-ce que vous avez essayé de contacter le ministère de l'Enseignement supérieur ? Alors pas pour cette enquête-là, j'avais essayé dans l'enquête précédente lorsque j'avais enquêté sur l'islamisme à l'université de Paris 13. Bon, c'est vrai que quand on se heurte à une absence de réponse constante, parfois on se demande si ça vaut vraiment le coup et s'il ne faut pas mieux concentrer son énergie ailleurs pour avoir de véritables réponses. Peur des débordements, enquête tardive, le tabou de l'antisémitisme à l'université, c'est l'enquête que j'invite à lire pour nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup Samuel Piquet, auteur de cette enquête pour le journal Marianne.